Mais sa classe, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture seinen manga. Allons-y. On a tout ça à vous montrer. J'ai classé ça par ordre décroissant de sortie, donc à commencer par ce qui est le plus récent, jusqu'à tout ce qu'on a rattrapé par rapport à notre séjour au Japon, donc premier semestre 2020. Donc c'est parti pour la découverte. Normalement on avait prévu de faire après shoujo, shonen, mais il se trouve que dernièrement c'est plutôt des CNN que j'ai lus en France. Voilà, donc c'est parti pour le premier titre. Ok, on commence avec un titre qui débute en France cette rentrée 2020. C'est donc So I'm a Spider, So What. Donc, So what? Un titre adapté d'un light novel, donc d'un roman au Japon, paru en 2015. Ouais, donc pour la parution japonaise, c'est chez l'éditeur Kadokawa, prépublication dans le Young Ace Up. J'allais dire Jump. Young Ace Up. Donc voilà, Up, on est dans du CNN. Cela dit, ça peut être du CNN, je trouve que ça se lit très bien comme une petite histoire. Tu vois, t'as pas spécialement hyper violent ou hyper sexy ou un truc comme ça. Ça pourrait très bien être pour un jeune public, quoi, presque. Ouais. Donc le pitch, c'est une lycéenne qui se retrouve réincarnée. C'est un thème original, enfin un thème d'actualité. Ouais. Mais là, c'est un isekai, effectivement, réincarné dans une araignée, dans une petite araignée en plein cœur d'une zone très obscure. Un donjon. Un donjon, on peut imaginer, effectivement. Et c'est plus ou moins un univers de jeux vidéo. Elle va grimper des niveaux pour survivre, ou pas. Où on va découvrir ça. En fait, elle va sans arrêt de l'avant pour monter de niveau, pour essayer d'aller au-delà de sa condition de petite araignée de niveau 1. Et du coup, ça fait penser à d'autres titres. Effectivement. Bah, en fait, c'est un titre qui peut être intéressant dans le sens où tu t'identifies facilement à elle, parce que c'est une lycéenne ordinaire qui est plutôt hikikomori, qui sort pas de chez elle, qui est reclus dans les jeux vidéo, elle a pas d'amis, elle voit jamais ses parents, enfin bref, elle est complètement isolée. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est produit pour qu'elle se réincarne dans une araignée, mais du coup, elle constate vite que le monde dans lequel elle est, le donjon où elle est, ressemble à un jeu vidéo avec le principe d'acquérir de l'expérience, de savoir de plus en plus, d'avoir plus de connaissances sur le monde dans lequel elle est, et puis elle évolue comme un Pokémon. Et voilà, donc tu passes d'une vie plutôt morne et terne à un monde qui est un peu comme dans tes jeux préférés. Donc voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans une interview de l'auteur du light novel, on lui demande mais pourquoi est-ce que c'est une héroïne fille, pourquoi c'est pas genre un lycéen garçon? Et en fait, il dit par rapport à sa personnalité, c'était quand même plus approprié que ce soit une fille parce qu'il se trouve, elle est surexcitée en fait, pour acquérir des connaissances, genre une pierre ou genre je touche, qu'est-ce que c'est une table. Mais en fait, elle touche hyper plein de fois comme ça, tu vois. Donc elle a une personnalité qui est un peu surexcitée. C'est marrant pour une hikikomori, mais ouais, du coup elle évolue assez vite. En un seul tome, elle a passé plusieurs caps d'évolution. Et du coup, ce qui rend sympa, c'est que ça a beau être traité d'araignée, en fait elle est mignonne. Ouais, c'est vrai, c'est pas effrayant. C'est pas effrayant. Il y a des moments effrayants, vous ressentez des émotions en lisant ce manga. Si vous le lisez le soir dans l'obscurité, vous allez regarder les araignées autour de vous différemment. Mais ouais, ça évolue vite, ça bouge vite, il y a de l'humour, il y a des références aux jeux vidéo. Tu citais Pokémon, il est cité presque nativement dans le titre. Ouais, ou n'importe quel RPG en fait. Ou MMORPG même. Donc moi, ça m'a fait penser à moi quand je me réincarne en slime. Évidemment, puisque c'est un peu le même genre de pitch, sauf qu'au lieu d'être un slime, c'est une araignée. Mais finalement, la manière dont ça se décrit et justement la montée de niveau progressive est différente de tout ce qui s'est passé dans le slime. Je suis curieux de voir comment ça va être traité sur le long terme, puisqu'elle est qu'au début de son parcours d'évolution, donc comment ça va donner. Bah ouais, moi ce que j'aimais bien quand je me réincarne en slime, c'est que d'abord le slime, il est mignon. En fait, il y a un truc dans Animal Crossing, la semaine dernière quand je jouais, et t'as le philosophe des créatures marines, Pascal, qui me dit « Bon, réfléchis sur ça.
on peut pas parler d'une araignée sans dire Berk. Voilà, médite là-dessus. Et là, bah, effectivement, moi, elle a beau être rendue toute mignonne, rose et ronde, je trouve que l'araignée, bah, son histoire... bah, tu commences, t'es obligé d'être cannibale, faut que tu manges tes frères et sœurs et tout. Alors que, par exemple, le slime, lui, il fallait qu'il absorbe genre des pierres précieuses qui avaient des minéraux spéciaux, un truc comme ça. Tout de suite plus mignon, t'as l'impression c'est Kirby, quoi. Et là, l'araignée, c'est un peu moins mon truc. Bah, c'est un titre, en tout cas, qui connaît le succès au Japon, puisqu'il y a une adaptation animée qui est prévue normalement initialement pour 2020, mais qui a été reportée à 2021, et qui sera disponible en France chez Crunchyroll. C'est bien. Il y a eu déjà un premier trailer de plus de 2 minutes qui a été révélé. Ça a l'air d'aller assez vite. Et effectivement... Ouais, rien que le trailer, ça dépasse ce manga. Quoi. Ça dépasse le premier tome. Et par contre, l'animation, elle est un peu bizarre. Et j'ai l'impression, tu sais, ça fait pas très dessiné. On dirait que c'est l'espèce de 3D. Il y a un peu d'ordinateur. Ouais, l'utilisation de l'ordinateur. Du coup, quand t'as les mouvements de l'araignée qui sont en 3D, bah, presque en jeu vidéo, quoi. Ça bouge trop bien, c'est horrible. Ouais, et puis les monstres qu'elle rencontre sont aussi... faites sur ordinateur. Non. Mais très vite, en fait, on se dit qu'elle va avoir des relations avec les êtres humains, parce que c'est ce qu'elle veut, en fait. Alors qu'avec le slime, ce qu'il voulait, c'était vivre en paix, tout faire pour acquérir une paix, quitte à bâtir des civilisations pour que chacun se protège et tout. Là, ça a l'air complètement différent, quoi. Tu passes en mode survie, quoi qu'il en coûte, tu veux vivre et évoluer et interagir avec d'autres humains. Peut-être. Pour l'instant, sur base du premier tome, voilà, c'est ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc c'est un bon début. À voir comment ça va évoluer sur la suite. Mais donc le light novel compte plusieurs tomes au Japon et le manga aussi. On va voir ça. On va rentrer dans cette histoire plus à travers les prochains tomes et puis l'adaptation en animé qui promet. Ouais, en tout cas, je l'ai bien lu, alors que le genre CNN, c'est pas forcément mon genre préféré, mais du coup, voilà. Moi, j'avais peur que tu ne le lises pas. Ah oui, parce que c'est une araignée. Une araignée, ouais, c'est vrai, j'aime pas Finalement, les insectes. Je peux vous dire que c'est un sacré exploit qu'a réalisé le mangaka de réussir à te le faire lire. Ouais, c'est vrai. On passe à la deuxième œuvre qui va bientôt aussi connaître son adaptation animée, qui est... Les Brigades immunitaires, cette fois-ci Black. Donc, les Brigades immunitaires Black, c'est un spin-off de la série originelle Les Brigades immunitaires, dont j'avais fait une chronique sur la chaîne. Tout ça est édité en France chez Pika, mais les Brigades immunitaires Black, qui est publié au Japon dans un magazine de prépublication différent des brigades immunitaires tout court, puisque pour Black, c'est publié dans Morning, donc un magazine de CNN manga. Et bien là, c'est qu'est-ce qui se passe dans un corps où tout va mal. Ouais, alors, j'ai pas précisé, mais pour Spider, en fait, c'est le tome 1, c'est vraiment le lancement, le début aux éditions Pika. Et ici, pour les Brigades Black, c'est le tome 4, chez Pika aussi. Donc voilà, alors édition japonaise chez Kodansha, prépublication dans Morning, donc, qu'on a découpé dans nos magazines, il me semble qu'on a Oui, il y avait un magazine que j'avais justement acheté, qui était spécial, voilà, c'est ça. Voilà, les Brigades immunitaires tout court, qui ont l'adaptation animée chez Crunchyroll, qui est vraiment super bien, c'est super populaire. Et du coup, l'adaptation pour Black qui va arriver. Alors moi, j'ai été un peu traumatisée par ce tome-là, parce que, en fait, les 3 premiers tomes se passent dans un corps où en fait, tout est détraqué, mais en fait, un twist va faire que ça va changer. En fait, c'est un peu le même twist que dans le corps de mon père. Mon père, il a eu un infarctus, et à partir de là, il a voulu changer son mode de vie, son alimentation, faire plus de sport... voilà, tout faire pour que ses artères soient plus bouchées. Et en fait, à partir de ce tome-là, c'est la catastrophe horrible. Et en fait, si jamais vous lisez ce tome-là, je vous dis, je suis traumatisée par un trou. Vous saurez de quel chapitre il s'agit. Bah, je savais pas, moi, qu'il pouvait y avoir un autre trou qui se forme à cet endroit-là. Oui, donc genre, t'es transpercé il se passe au niveau des... J'adore la manière dont Rosalis le décrit.
là. Oui, donc effectivement, et il se passe vraiment beaucoup de mauvaises choses entre le diabète, des problèmes de résurgence du virus de la varicelle. Et je savais pas que la varicelle pouvait ressurgir. Oui, ça c'est effectivement. Ouais, c'est ce qu'il y a de bien. Une fois, effectivement, mais c'est bien écrit, je trouve. Oui. C'est très. Moi, ça m'a appris plein de choses. Ouais, c'est à la fois sur le traitement du diabète, de la question des zonas, du coup, c'est ça, quand le virus de la varicelle ressurgit, puisque le virus de la varicelle reste dans les ganglions et peut se reproduire si vous êtes en situation de stress ou alors si vous êtes resoumis au virus de la varicelle. Ça arrive des fois chez des parents qui ont eu la varicelle en étant enfant, et quand leur enfant a la varicelle, ils le développent en zona. Bref, c'est bien écrit. J'ai trouvé vraiment, finalement, aussi les explications, on va dire, sur le corps humain, presque mieux faites, biologiques, mieux faites que dans les brigades immunitaires classiques, en tout cas plus complètes. Les brigades immunitaires classiques, c'est aussi très sympa. Tu t'attaches aux personnages, tu te dis, ils sont amis, est-ce qu'ils vont être amoureux? C'est un peu une bande de copains, ils travaillent tous de concert pour que tout se passe bien, quoi. Alors que là, ils ont réussi à faire un truc un peu épique. Oui. T'as le personnage central qui se dit, mais pourquoi est-ce que je devrais me battre pour ce corps? Et en même temps, trouver un peu un sens à sa vie, à son travail. Tout en expliquant comment fonctionne le corps humain, comment chaque cellule travaille. Je trouve que c'est une vraie prouesse. Donc même si c'est horrible, t'apprends plein de choses et voilà, t'essayes de dépasser ta condition de globule rouge, de simple globule rouge, à sauveur du monde. C'est ça, il y a un souffle épique dans un corps humain qui se désagrège, on va dire, quelque part. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ce tome 4, donc... ça apprend beaucoup de choses. Moi, j'étais traumatisée par le trou du... le trou, en plus du trou du... Voilà, il y a plein de spin-offs sur les brigades immunitaires. C'est du coup le premier spin-off qu'on a en France. Il y en a qui sont destinés à un public... Il y en a d'autres qui sont plus mignons. Ah oui, il y en a qui sont publiés... pour la jeunesse. Voilà, pour les enfants, vraiment, dans Nakayoshi. Voilà. J'espère que ça va venir en France. Troisième lecture, les 2 tomes de BN Métamorphose qui sont parus pendant qu'on était au Japon. Donc tome 3 et tome 4 aux éditions Kiun. Donc voilà, on est sur la publication japonaise, il reste a priori un tome à BN Métamorphose. Ouais, quand on était au Japon, le tome 4 venait de paraître. Oui. C'est pour ça va vraiment vite en France maintenant. Maintenant, c'est vraiment, on peut être très proche de l'apparition japonaise. Ouais. J'avais adoré ce titre quand il a démarré, donc l'histoire d'amitié entre une lycéenne de 17 ans qui travaille en baito dans une librairie et puis une mamie qui a 75 ans et qui redécouvre les mangas et en l'occurrence qui a un coup de cœur pour un manga de Boys Love. Donc c'est vraiment... Ça c'est ce qui est insolite. C'est ce qui est insolite et c'est ce qui est beau. Les couvertures, rien qu'en elles-mêmes, je trouve, elles décrivent bien que c'est aussi un manga d'ambiance. Donc à la fois la relation un peu spéciale entre cette lycéenne et la mamie et puis les ambiances japonaises. Ok, donc pour l'édition française, l'édition japonaise est donc chez l'éditeur Kadokawa Shoten, prépubliée dans Comic New Type. Donc moi ce que j'ai bien aimé là dans ces tomes en particulier, c'est comment a été décrit le fait de se mettre à créer soi-même. Quand on aime beaucoup un certain type de manga, on a envie d'en créer soi-même et en plus le publier et le vendre aux comiquettes de Tokyo. Donc tout ce qui est dépeint, je trouve, moi je me suis beaucoup retrouvée dans un peu tout ce cheminement. Créer son livre de A à Z, trouver quelqu'un qui croit en nous, qui nous soutient, jusqu'à aller à la grande messe où il y a des millions de personnes qui viennent découvrir tes créations, quoi. Jusqu'à même qu'il y ait tes auteurs favoris qui y soient. Donc tu exposes dans le même événement que tes auteurs favoris, c'est génial. Mais après, le rythme, il est très lent. Hein. Ouais, c'est vraiment... C'est un rythme très Morgane. Moi, j'aime bien quand c'est assez péchu. C'est pour ça que je dis, en général, je suis pas très CNN, je suis très shonen et shoujo. Mais en tout cas, c'est vraiment plaisant. Ouais. Quand on se dit qu'on va lire un truc Morgane. C'est vrai que du coup, des fois, il y a des
C'est un rythme Morgane. Entière dédiée à de l'ambiance, à vous faire pénétrer. Ouais, c'est contemplatif. C'est assez contemplatif, comme si vous étiez l'héroïne qui prend son temps, par exemple, par certains moments. Oui, ou la mamie aussi. La mamie aussi. Dans son quotidien, genre, il y a un chapitre entier où il se passe rien. Elle est juste en train de cuire ses haricots rouges. Et les haricots, ça prend beaucoup de temps à cuire. Donc, voilà, elle les cuit. Mais il se passe quelque chose. Elle va chercher son nouveau numéro du magazine qu'elle cherche. Ça me parle tout à fait. Tiens, on lance le cuiseur Harry et on va vite acheter le nouveau Shonen Jump. C'est vraiment ça, la vie. Ouais, bah c'est la vie de Morgane. Voilà, donc j'adore. C'est vraiment un livre, si vous êtes passionné de création, de livres et de culture japonaise, je ne peux que recommander. Ok, donc ça, 100% Morgane. Le titre suivant, Morgane. C'est aussi 100% Morgane. Bah, c'est vrai, de toute façon, dès que ça parle de librairie, c'est Morgane. Voilà, donc libraire jusqu'à l'os. J'avais fait une chronique du premier tome. Donc là, on est au deuxième tome. Ça paraît chez Soleil Manga en France. Ouais. Au Japon, ça paraît chez Media Factory, prépublié dans Jin Pixiv. Bon, qu'est-ce qui se passe dans une librairie japonaise? Et je peux une vous grande dire, librairie une grande librairie Tokyo, japonaise. Ouais. Il y a tellement de nouveautés qui sortent, un public passionné. Et puis comme on est à Tokyo, effectivement, on a parfois des étrangers qui viennent avec des requêtes un peu originales. C'est vraiment incroyable. La vie de libraire, c'est aussi au contact des éditeurs qui leur vendent ou qui les encouragent à mettre en avant leurs œuvres. Comme on est à Tokyo, les éditeurs viennent même voir si vous avez bien mis en avant les œuvres en question. Énormément d'anecdotes, hein. C'est en partie autobiographique. La mangaka Honda s'est inspirée de ce qu'elle a vécu en travaillant en librairie. Je vois pourquoi tu dis en partie, hein, c'est complètement autobiographique. Après, elle est obligée de changer les noms, c'est ça, c'est pour ça, c'est ça. C'est pas une autobiographie, c'est... Bah, oui, après, il faut vexer personne, quoi. Voilà. Ah oui, il y a une anecdote, d'ailleurs. Elle raconte un moment qu'il y a un chapitre où elle a été un peu trop loin dans le fait de raconter son quotidien réaliste et tout, et après, elle s'est fait remonter les bretelles par sa direction, je crois, dans la librairie. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui se racontent pas. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment bien, parce que comme nous, avant de rentrer en France, on habitait Tokyo Centre et on allait typiquement dans des très grandes librairies. À chaque fois, pour nous, c'est le paradis, quoi. C'est Disneyland. Il y a tout le temps tout, c'est hyper bien achalandé, bien mis en avant. Et vraiment, le turnover de livres au Japon est très, très, très fort. Donc, on se rend pas compte, en fait, forcément, qu'il y a autant de boulot. Pourtant, si, hein, on les voit en train de bosser tout le temps, le matin quand on y va et tout. Mais effectivement, t'as l'envers du décor. Et puis en plus, à la japonaise, quoi. Le service à la japonaise, genre, elle est capable de se flageller si jamais elle n'a pas fait une tâche et tout. Ou alors bien mis en avant le mangaka qui va dédicacer, blablabla et tout. Ouais, c'est trop marrant. Bon, je vous avoue qu'en ayant lu le tome précédent, je m'étais dit, je voyais les libraires maintenant japonaises différemment. Je me disais peut-être qu'ils se posent des questions quand j'achète tel ou tel truc. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que là, par exemple... Mais toi, t'es pas un client chiant, toi. Tu demandes mais rien bon, et tu vois bien direct. qu'ils font pas que encaisser. Des fois, ils se posent des questions. Et là, par exemple, dans ce tome-là, il y a 2 étrangers qui viennent leur demander, nous cherchons des mangas japonais érotiques. Et du coup, elle se met à se demander est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont pas en couple, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, est-ce qu'ils cherchent des vrais éléments érotiques, des mangas gays, les mangas gays et puis tout ce qui est boys love et yaoi sont différents, hein, donc il y a plein de trucs comme ça où finalement t'as la plongée dans l'état d'esprit d'un ou d'une libraire. Et je me suis dit, tiens, en fait, est-ce qu'ils se posent des questions quand j'arrive avec mon Nakayoshi à mon caisse? avis, ils se disent que tu payes juste pour moi, que en fait, tu viens, tu m'accompagnes. Ouais, c'est possible. C'est possible. Voilà. Ouais. Oui, c'est possible parce que des fois, ou alors, hors compte mini, j'avais une anecdote comme ça où je suis allé acheter le Shonen Jump à minuit 10. Le lundi, le jour de sa sortie, et puis le gérant de la supérette m'a dit en japonais, il a vu que je parlais japonais, on a commencé un peu à échanger, il m'a dit j'ai jamais vu en occidental venir acheter à minuit 10 le Shonen Jump. Je lui disais que c'était ultra populaire en Occident, et après il me fait ah oui, oh là là, c'est incroyable que ça soit populaire comme ça jusqu'en Occident, vous venez de France, c'est fou. Donc ouais,
C'est rigolo. En tout cas, je trouve ça vraiment marrant le fait que, tu vois, elle se représente en squelette et puis chaque personnage, ils sont représentés par leurs traits physiques ou de caractère les plus marquants. Genre, il y en a un, je crois, il s'appelle Simplicité, un autre, il s'appelle Ferveur. Enfin, voilà, je trouve que c'est trop marrant. C'est typiquement, ma mère, elle surnomme les gens comme ça aussi, dans la vraie vie. Un petit trait de ton caractère ou de ton physique, voilà, c'est comme ça que tu vas être surnommé. C'est marrant. Ouais. Très bien, alors du coup, prochaine lecture, Morgane. Mais décidément, on est dans la passion des livres. Bah là, on n'est pas dans les livres, on est dans la création. Ouais, on est dans l'imprimerie des sorcières, donc ça paraît chez Soleil. Voilà. Bon, là aussi, c'est un isekai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve projeté dans un autre monde. On ne sait pas par quel biais. Et là aussi, elle va peut-être chercher éventuellement à rentrer chez elle. En attendant, elle se fait une petite vie avec son seul pouvoir qui est de pouvoir dupliquer des livres. Donc, tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire comme le Comiket de Tokyo, mais dans le monde de la magie. Et s'ensuit justement tout ce qui se passe, tout ce qui est farfelu, tout ce qui est excessif dans le vrai Comiket de Tokyo, mais transposé au monde de la magie. Je trouve ça génial. Ouais, moi aussi j'ai trouvé le pitch de base génial. Il y a vraiment plein de références à des vraies choses qui existent dans un univers de fantasy, comme par exemple la première planche de ce nouveau tome s'ouvre avec la découverte du livreur Yamato. Les transports Yamato au Japon, c'est typiquement ce par quoi on se fait livrer oui, les ça, c'est doujinshi. Génial. C'est genre, par exemple, t'as vraiment rien comme tracas, tu peux prendre juste tes transports en commun en étant léger, tu vas au Comiket juste comme ça, et en fait, t'as un livreur qui pose sur la table même, sur ton stand, dans le festival énorme, ton paquet avec tous tes livres en parfait état et tout. Ouais, ça, c'est ce que tu vis à Tokyo, quoi. Du coup, ça recèle plein d'anecdotes véritables, véridiques, dans un monde de fantasy. Je trouve que c'est un super moyen de faire passer des idées, des références, et aussi du coup de mieux faire comprendre ce qu'est le Comiket, tous les gros festivals, et aussi la préparation de tout ce qui est doujinshi, fanzine et autres. Et c'est une très très belle idée, c'est extrêmement bien dessiné, je pense que vous l'avez vu à travers les planches que j'ai montrées. On plonge dedans, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment magnifique. Donc on n'a pas précisé, mais là c'est le tome 3, publié chez Soleil. Au Japon, c'est publié chez Kadokawa Shoten, prépublié dans Comic Walker. Et en fait, t'as tout le reste aussi, t'as le côté organisation du Comiket. Parce que ça, en fait, on se figure pas si, on voit une armée de gens qui sont là pour préparer l'organisation et tout. Et t'as aussi tout ce qui est sécurité, quand t'as un auteur qui a du succès ou quelqu'un qui est trop insistant dans le public. Voilà, tout est traité, je trouve ça super intéressant, une manière ludique. Le seul petit défaut que je dirais à ce manga, que je dirais presque parfait, c'est que c'est des petites histoirettes avec des petits gags. Et du coup, t'as l'impression que finalement, peut-être que l'héroïne, elle va pas trop avancer. Enfin, en tout cas, ce tome-là fait pas trop avancer la trame. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sinon, j'ai failli dire c'est un manga parfait, quoi. Ouais, on l'adore tous les deux. Ok. On a un bon truc avec le Comiket pour passer d'un sujet à l'autre, puisque le prochain manga parle, lui, d'un élément qui est assez bien mis en avant au Comiket, c'est le cosplay. Donc, il n'y a pas que le Comiket, évidemment, au Japon, qui donne l'occasion de mettre en avant le cosplay. Mais et le Comiket, effectivement, ce ne sont pas que des doujinshi, pas que des livres, du coup, mais c'est aussi l'aspect costume playing. Voilà. Et donc là, dans Sexy Cosplay Doll, donc, dont on vient de lire le tome 3 chez Kana, on suit ce duo assez étonnant entre un jeune lycéen un peu mal à l'aise avec la gente féminine, mais qui est très doué pour décorer des poupées traditionnelles japonaises et qui se retrouve embarqué un peu malgré lui sur la réalisation de costumes pour une autre de ses camarades lycéennes. Et c'est vraiment c'est dynamique, les personnages sont attachants et purs. Moi j'aime bien. Ouais, même si c'est écrit sexy cosplay, voilà, ce qui est sexy en fait, c'est l'inspiration des costumes.
Mais par contre, oui, les personnages, ils sont purs. Genre, le garçon, il cherche pas à toucher, à plotter. Et la fille non plus, a pas spécialement d'arrière-pensée. Du coup, même les personnages qu'on découvre au fur et à mesure sont cool. Ce que j'ai aimé dans ce tome en particulier, c'est tout le côté background par rapport à la prise de photos. Parce que le cosplay, c'est aussi prendre des photos commémoratives, comment mettre en valeur son costume ou son personnage dans un décor, prendre une photo, faire attention à l'éclairage, l'objectif, le matériel. Donc tout ça, c'est très très bien expliqué. Et même ça s'applique, par exemple, en tant que youtubeuse, moi ça m'intéresse beaucoup. Les conseils de cadrage, d'éclairage et tout. Voilà, ça résume un petit peu toutes les problématiques qu'on a quand on fait de la photo. Et c'est vraiment bien bien fait. Et donc là, c'est l'édition française. Au Japon, ça paraît chez Square Enix, prépublication dans le Young Gangan. Donc souvent, tout ce qui est CNN, c'est prépublication Young quelque chose. Voilà. Ouais, moi ce tome 3 m'a encore plus plu que le tome 1 et le tome 2, où je me disais vers quoi ça va. Par le côté, les explications, comme tu le dis, sur tout ce qui est photo, je trouve cette partie-là vraiment intéressante. Et puis aussi, ça commence à s'ancrer. On sait que j'aime bien voyager à travers les mangas, ça s'ancre un peu plus dans le cadre. Par exemple, à la fin de ce tome-là, les personnages partent à Enoshima. Ça me fait repartir en plein été à Enoshima. Je trouve que c'est chouette. Donc pour moi, ça prend de la valeur. En tout cas, comment dire, je l'aime de plus en plus. Ouais. Mais moi, je craignais que ce soit qu'un truc de fanservice, du fait que ce soit sexy, cosplay. Mais là, les personnages commencent à entrevoir comment ils peuvent réaliser leurs rêves, comment ils peuvent se perfectionner. Et du coup, là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Ça aura mis le temps. Hein. Ouais. Finalement, en gommant un peu le côté où vraiment on insiste sur les personnages sexy et autres, et en allant plus vers le cœur des motivations de chacun des protagonistes. Anecdote, au Japon, la mise en avant de ce manga, qui est bien mis en avant, justement, c'est l'occasion de le dire, c'est que t'as une cosplayeuse super connue qui se cosplay exactement pareil que dans les couvertures, et du coup, quand tu vois en vrai, c'est waouh, c'est époustouflant. Ouais, il me semble que c'est Enako qui fait ça. Enako, c'est une cosplayeuse effectivement qu'on voit en couverture de beaucoup de magazines de prépublication. Elle fait des cosplays. Pro. Eden Zero récemment, plein de choses comme ça. Et une cosplayeuse pro, comme tu dis. Ouais, mais du coup, c'est très à propos. Ça fait mise en abîme. Ouais. Ok, donc pour le prochain. Je parlais, on va dire, d'immersion dans la culture japonaise. T'aimes bien faire les transitions? Oui, j'aime bien faire les transitions. Moi, j'irai direct, suivant. On fait une autre immersion, alors, dans le pays, dans la vie d'un yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. Donc, qui est très très doué pour ça, même s'il fait un peu peur dans La Voix du Tablier, auquel j'avais aussi consacré une chronique. Ouais. Pour les tomes 1. Donc là, ici, c'est le tome 3 qui paraît chez Kana. Donc là, on termine sur 3 Kana, justement. Au Japon, c'est publié chez Shinchōsha, prépublication Kurage Bunch. Donc, c'est très rigolo. Hein. C'est vraiment surtout humoristique, comique, mais avec un trait super détaillé. C'est hyper beau. Quand tu le vois, t'es vraiment plongé dedans. Dans l'ambiance à la fois femme au foyer et aussi yakuza. Il a des expressions qui sont effrayantes des fois. Ouais. Et puis t'as une chute. Moi je dirais le seul défaut, là c'est pareil, c'est sur ce tome-là, le tome 3, où je me dis finalement ça avance pas, c'est tout le temps plein de petits gags. Ouais. Et peut-être un peu trop court. J'aimerais bien que les chapitres soient un peu plus larges et plus épais, mais bon, c'est le format du magazine. Hein. Je suis d'accord. Si tu le lis rapidement, moi je trouve, globalement, et tu passes un bon moment à le lire, mais c'est difficile d'en ressortir quelque chose en termes d'évolution des personnages. Alors, on passe un bon moment parce que d'un coup, on se retrouve vraiment dans du quotidien, dans les supérettes japonaises sur lesquelles, pour les fruits et légumes qui commencent un peu à dépérir, il va y avoir une promo et les gens vont se battre pour la promo. Donc, c'est vraiment, là, pour la peine, si vous avez jamais pu mettre les pieds dans un supermarché japonais, vous allez vraiment vivre le supermarché
japonais, plein de petites choses comme ça qui font tout le charme de vraiment vivre au Japon, pas seulement faire du tourisme. Mais voilà, après, est-ce que les personnages vont vraiment évoluer ou est-ce qu'on est toujours dans une sorte de gag manga? À voir. Après, c'est peut-être pas ce qu'on cherche. Hein. Enfin, je veux dire, si ça se trouve, c'est juste la tranche de vie. On passe un bon moment et voilà, on va pas chercher à faire bouger une histoire, une intrigue. Et donc derrière, tu as la recette d'un omurice, d'une omelette de riz. Ah bah alors là, tu es un bon lecteur de manga, Morgane, parce que tu as regardé l'intérieur. Ce que je n'avais pas fait, donc je découvre. C'est pas vrai, moi je le fais systématiquement. Et d'ailleurs pour la vidéo, je pense que vous m'avez vu le faire à chaque fois pour voir si je vous présentais quelque chose. Je crois que je l'ai fait sur l'imprimerie des sorcières, parce que tu vois que l'image de la couve est toute belle et à l'intérieur c'est humoristique. Et ouais, sur la voie du tablier, je pensais pas qu'ils auraient fait un truc. Oui, il y a des recettes. Cool. Alors maintenant pour le dernier. Nous partons chez Shogakukan. Il n'y a que des bons mangas en fait aujourd'hui parce que j'ai tellement aimé Asadola que je viens d'en tourner une chronique. Ouais. Je vais me débrouiller pour remettre ta chronique qui du coup va être plus détaillée que ce qu'on fait en vendredi lecture demain. Le nouveau titre de Naoki Urasawa, donc l'auteur de 20th Century Boys et de Monster. C'est incroyable la puissance qu'a cette héroïne dans le Japon de 1959. C'est à Nagoya que commence l'histoire, alors qu'un typhon est en train de s'abattre sur la ville. Et ouais, c'est la puissance de l'héroïne et de l'immersion dans le Japon des années 50-60 qui m'impressionne. Donc je disais là, alors parution française, là, on a le tome 1 qui date de janvier, il y a le tome 2 qui est sorti, chez Kana donc. Au Japon, c'est chez Shogakukan, prépublié dans Big Comic Spirits. Et alors à l'inverse de ce que j'ai pu dire pour tout ce qui est tranche de vie, petit gag, où bon, il n'y a peut-être pas d'évolution mais on passe un bon moment. Ici dans Asadola, c'est vraiment une histoire où t'es happé et t'es pris dedans. Mais limite ça aurait pu être un peu comme un shonen, tu vois, c'est épique, c'est... Tu vas être pris dans cette aventure et chercher à agir. Et en fait, la prouesse du tome 1, parce que moi j'étais partie avec plein d'a priori quand tu regardes le style graphique et tout, et les personnages ils ont vraiment pas l'air sympas, et ben justement tu dépasses ces a priori là, parce que derrière quelqu'un qui a l'air d'être devenu une fripouille, en fait il a un certain passé qui l'a poussé à faire ça, mais au fond de lui c'est un héros qui s'est battu pendant la guerre et qui va pouvoir continuer grâce à la pureté d'une petite fille, et tu t'attaches trop à cette petite, quoi. C'est une vraie héroïne des temps modernes, enfin des temps années 50 tu disais, mais ouais, une héroïne qui par des petits gestes, enfin un geste qui paraît de rien, c'est-à-dire focus sur les onigiri, ben en fait elle apporte une vraie lueur d'espoir à des gens qui en ont besoin. Et en fait depuis que j'ai lu Asadola, je fais une fixation sur les onigiri. Et c'est depuis ce moment-là que Morgane me prépare des onigiri. Donc vous vous souvenez, c'est depuis que je fais mes lives dédicaces. Chaque fois que je fais un live, Morgane enclenche le cuiseur à riz pour qu'après le live, je puisse manger des onigiri qu'il a préparés fait main. Et ouais, ce manga-là a cette puissance-là que ça te donne envie de vivre ce qui est là-dedans. Voilà... d'être toi aussi acteur de quelque chose de majeur dans l'histoire du Japon. Ouais. Après, il y a aussi un élément qui fait un peu Godzilla ou un peu intriguant. Il y a un truc qui est anormal. T'as envie d'en savoir plus. Ça, c'est ce qui est fort dans ces récits. C'est un truc mystérieux, tu vas chercher à découvrir. Vas-y Morgane, t'es en train de regarder. Non mais j'aime bien, non, mais je regarde les onigiri, hein, je voulais montrer... Là encore, j'avais pas regardé il y a tout le sous détail, la couverture. Et en fait, c'est un croquis derrière la couverture. C'est un croquis de l'image qui a servi de couverture. Sachant que les couvertures françaises sont un peu modifiées par rapport à l'original. Non, pas véritablement. Assez fidèle. Assez fidèle, il me semble bien, oui. C'est bien. En fait, ça, c'était une couverture qui a servi aussi au niveau du magazine, c'est pour ça. Le crayonné ?
Non, bah, pas le crayonné, mais l'image. L'image qu'on voit là. Ah oui, l'image pleine page, oui, je l'avais vu, ouais. Ouais, donc comme tu le dis, il y a une touche vraiment légère là de fantastique, mais qui est là pour éveiller légère l'attrait sur le long terme. Et bon, c'est genre ce qui provoque tout. Ouais, mais bon, je trouve vraiment ce titre. Je suis content de revenir à Urasawa. J'avais un peu lâché après 20th Century Boys. Il a fait d'autres titres qui étaient intéressants. Il a fait Pluto, il a fait Billy Bat. Mais là, en fait, c'est quelque part une sorte d'épure de son art. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on peut aimer chez lui. Et puis, vraiment, ce Japon années 50-60, vous apprenez tellement de choses en lisant Asadola, tout en ayant quelque part un divertissement, que c'est vraiment fantastique. Ouais, et puis après, je suis revenue sur le style graphique. Au début, j'étais et en fait, non, c'est hyper expressif. Et sur toute personne. Après, ça donne envie dans la vraie vie de te dire, même quand t'as des gens qui ont une apparence un peu rustre ou un peu écorchée par la vie, bah voilà. Si ça se trouve, faut que t'ailles au-delà et que t'apprennes un peu leur histoire, et chacun a un bon fond. T'as envie d'être comme l'héroïne, quoi. Voilà, janvier à mi-août en France. Bah c'est bien, de bons titres sont sortis. Ouais, je suis vraiment contente là de ces lectures CNN. Un peu inattendues pour moi. Oui, c'est vrai, parce que tu n'en lisais pas autant auparavant. Oui, puis même des fois, quand tu creuses pas trop, il y a des histoires, tu te dis pas que ce sont des CNN. Genre, je sais pas, l'imprimerie des sorcières, tu te dis, bon voilà, ça va être une petite fantaisie gentille pour petite fille. Et non, pas du tout, c'est très mature comme histoire. Le mot de la fin. Ben, je crois qu'il n'y avait que du bon aujourd'hui. C'est vrai que dans toutes ces parutions des 6 derniers mois, il y a de quoi vraiment explorer des nouvelles séries, des nouveaux titres, et puis se plonger dans l'ambiance japonaise. C'est ce que j'aime bien. Et j'espère que du coup, ce deuxième vendredi lecture, du coup cette fois-ci, CNN Manga, vous aura plu. On va vous proposer d'autres vendredis lecture. Bah oui, le prochain, c'est promis, c'est du Shonen Manga. Et donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.